bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes membre du collectif pour un audit citoyen sur la dette publique. Oui. Alors expliquez-nous s'il vous plaît en quoi ça consiste en fait. Donc le collectif pour un audit citoyen de la dette publique, c'est un collectif d'associations, d'organisations, de mouvements qui est né fin 2011 avec l'idée que la dette publique était une question qui ressortait régulièrement dans le débat, dont beaucoup de gens n'arrivaient pas à comprendre les mécanismes, et donc on s'est dit qu'il était important que les citoyens s'intéressent à ces questions, s'organisent et en discutent pour comprendre et éventuellement pour agir s'il y a des choses qui nous paraissaient anormales. Donc ce collectif s'est créé au plan national et dans la foulée des collectifs locaux se sont créés, dont un à Lyon, qui a vocation évidemment de s'occuper de la dette nationale, mais aussi des dettes des collectivités locales ou des dettes au niveau local. D'accord. Alors aujourd'hui, non, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, on a en France, on va parler principalement de ce qui se passe en France, on a atteint donc 2000 milliards de dettes. Alors à quoi c'est dû? Quels sont les mécanismes qui ont enclenché un tel niveau de dette et comment s'en sortir en fait? Voilà, donc c'est vrai que la dette publique française au plan national est de 2000 à peu près, est de 2000 milliards d'euros en 2015, ce qui représente pratiquement le montant de la richesse produite chaque année, puisque c'est 95% de ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Donc c'est une somme importante. Cette accumulation de dettes s'est faite au fil du temps. Depuis des années et des années, la France, comme d'ailleurs comme beaucoup de pays dans le monde, la France s'endette régulièrement, tout simplement parce que les recettes de l'État sont inférieures à ses dépenses. Donc il y a un déficit budgétaire qui se fait chaque année, les recettes étant inférieures aux dépenses, donc il y a un déficit, et pour combler ce déficit, l'État est dans les mécanismes actuels, l'État est obligé d'emprunter. Voilà, donc ça c'est la mécanique générale, et au nom de cette dette, on justifie un certain nombre de politiques en disant il faut rembourser la dette, et donc un certain nombre de politiques sont mises en place au nom de la nécessité de rembourser cette dette. Donc quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que cette dette, d'abord, elle n'a pas toujours été si importante que ça, jusque dans les années, on va dire 2000 et quelques, elle n'était pas si importante que ça. Elle a eu une explosion à partir des années 2000, et notamment avec la crise financière des années 2007-2008. Donc là, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont joué, qui sont liés à la crise dans laquelle l'État français, par exemple, n'avait aucune raison d'avoir un rôle, puisque cette crise, c'est une crise financière qui est née aux États-Unis à partir de la question des prêts immobiliers, et ça a eu des répercussions en ondes de choc qui ont aggravé la dette des pays, de l'ensemble des pays dits d'Europe, des pays dits riches, dits riches, parce qu'il y a aussi une dette des pays pauvres qui était une dette nettement antérieure, qui date des années 1980. Donc nous on en reste pour le moment à la dette des pays riches. Donc cette dette a explosé dans les années 2000 à partir notamment de la crise financière. Alors quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a 3 ou 4 mécanismes qui sont liés à des choix politiques qui font que cette dette augmente. Premier élément, c'est qu'il y a des cadeaux fiscaux qui ont été faits de façon importante aux ménages les plus riches et aux entreprises. Ces cadeaux fiscaux ont été faits sous prétexte de dire que les riches contribuent à créer la croissance, qu'il faut faire des cadeaux fiscaux aux entreprises pour qu'elles soient plus compétitives. Donc ça, ce sont des actions politiques, des décisions politiques qui ont été mises en place depuis début des années 2000, notamment à travers les politiques de Sarkozy, etc.
Et donc ces cadeaux fiscaux pèsent sur les recettes de l'État, puisque tout ce qui est cadeaux fiscaux, c'est des recettes en moins. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il y a la fraude fiscale qui est relativement importante et qui est d'autant plus importante que les moyens de l'État étant de plus en plus réduits, l'État n'a pas les moyens de contrôler de façon sérieuse sa fiscalité. Donc il y a une fraude fiscale qui se fait notamment à travers les paradis fiscaux, mais il y a aussi de la fraude pure, c'est-à-dire des gens qui ne déclarent pas d'une façon ou d'une autre ce qu'ils devraient déclarer. Le gros pourcentage de la fraude fiscale, c'est quand même les paradis fiscaux. Alors il y a une part importante, comme c'est des paradis fiscaux et que c'est relativement secret, c'est difficile à évaluer, mais c'est autour d'une centaine de milliards chaque année qui part dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est les niches fiscales. Donc en France, il y a toute une politique de niches fiscales. Donc certaines peuvent paraître justifiées. Si par exemple, vous faites des investissements pour isoler mieux une maison, vous avez droit à des réductions d'impôts. C'est une forme de niche fiscale qu'on peut considérer comme justifiée. Mais après, il y a des niches fiscales qui sont complètement injustifiées, comme ceux qui investissent dans des œuvres d'art ou des choses comme ça. C'est une façon, en fait, de moins payer d'impôts. Et ces niches fiscales, toute une partie pourrait être revue et les impôts récupérés par la puissance publique. Et puis, le dernier élément, c'est la crise. Donc la crise a eu comme conséquence de faire baisser tout un tas de recettes de l'État, notamment par l'aggravation du chômage, par la réduction de la croissance, et tous ces mécanismes font que les recettes de l'État diminuant, et bien évidemment le déficit public augmente. Voilà. Donc c'est ces mécanismes-là qui sont liés en partie à des fraudes, en partie à des choix politiques, qui ont comme conséquence que le déficit public étant relativement important, chaque année l'État est obligé d'emprunter. Et ce qui se passe de plus en plus, c'est que l'État est obligé d'emprunter pour rembourser, y compris les intérêts des emprunts souscrits les années précédentes. Donc il y a une espèce de phénomène de boule, comme nous on appelle de boule de neige, qui fait qu'une partie de la dette sert à rembourser les intérêts des années précédentes. Donc la dette nourrit la dette. Et tous ces quatre mécanismes que je viens de décrire, fraude fiscale, niche fiscale, cadeaux fiscaux et crise, plus le phénomène de boule de neige, explique les principales raisons de la dette publique française. Donc quand on regarde tout ça et qu'on essaie de chiffrer, alors là on a fait des graphiques que j'ai pas là sous les yeux mais qu'on pourra regarder, on voit que chaque année le déficit public de la France tourne autour de 80 à 90 milliards d'euros et l'ensemble des pertes de recettes de l'État liées à toutes ces politiques que je venais de décrire représentent environ 250 à 260 milliards d'euros. Donc on a largement la marge de récupérer les 80 à 90 milliards de déficit public si on agissait sur toutes ces causes de création de la dette publique. Voilà, donc c'est ça le mécanisme de la dette, c'est relativement simple. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, les États pouvaient souscrire des prêts auprès de banques publiques à des taux très bas et qu'avec les politiques libérales qui ont été mises en place, c'est interdit. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de prêter aux États et les États sont donc obligés de souscrire des emprunts sur les marchés financiers. Donc les États sont dépendants de la politique des marchés financiers qui veulent bien prêter à tel ou tel taux. Donc suivant que vous soyez riche et crédible, vous aurez des taux d'intérêt qui sont relativement intéressants. C'est le cas de la France qui paie des taux d'intérêt actuellement relativement bas et l'Allemagne aussi. Et puis si vous êtes pauvre et peu crédible, vous paierez des intérêts d'autant plus élevés. C'est comme ça que la Grèce, dans les années précédentes, a eu des taux d'intérêt qui se sont élevés jusqu'à 25 ou 30%, c'est-à-dire qu'à ce taux-là, on ne peut même plus emprunter. Donc c'est pour ça que la Grèce a été obligée, voilà, c'est usuraire, la Grèce a été obligée d'appeler à l'aide le FMI et la Banque Centrale Européenne qui ont fait un certain nombre d'aides, mais ça c'était pas des dettes, c'était des aides
mais cette fois-ci liée à des conditions de mise en place de mesures d'austérité qui, on l'a vu au fil du temps, se sont révélées largement contre-productives, puisque ces mesures d'austérité ont abouti à la conséquence que la Grèce, qui au début avait 120 ou 125% de dette par rapport à sa richesse produite, a aujourd'hui 175% de son produit intérieur brut de dette par rapport à son produit intérieur brut. Donc on voit que ces mesures qui sont censées résoudre le problème ont eu comme conséquence d'aggraver le problème tout en cassant toute une série de mesures sociales et de politiques économiques qui auraient été nécessaires au pays. Voilà en gros le mécanisme de la dette publique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des dettes locales et notamment il y a un type de prêt qu'on appelle les prêts toxiques, qui sont des prêts qui ont été souscrits par certaines collectivités locales, notamment le département du Rhône. Ces prêts toxiques ont comme caractéristique que les taux d'intérêt sont indexés sur des valeurs boursières, par exemple comme le rapport entre l'euro et le franc suisse. Et les banques avaient vendu ça aux collectivités locales en prétendant que c'était particulièrement intéressant, et ça se révèle particulièrement toxique et dangereux, puisque les taux d'intérêt, le rapport entre l'euro et le franc suisse étant actuellement en train d'exploser, les taux d'intérêt de ces emprunts sont aussi en train d'exploser. Donc actuellement on mène une action citoyenne pour exiger que les collectivités ne paient plus ces intérêts qui sont des intérêts usuraires et qui sacrifient le service public au bénéfice des banques. Alors Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous donner en fait ton parcours pour savoir à quel moment tu t'es senti sensibilisé à ce problème? Disons que moi je me suis intéressé il y a quelques années, une dizaine d'années, je me suis intéressé surtout aux pays du tiers-monde, parce que je pensais que une partie des problèmes que connaissaient ces pays étaient liés à des politiques que j'arrivais pas bien à comprendre, et donc j'essayais de comprendre cette question. Et en m'intéressant aux pays du tiers-monde, je me suis aperçu qu'un des gros problèmes pour les pays du tiers-monde, c'était la dette. Et donc, comme ça, j'ai été amené à m'intéresser à la question de la dette, et donc je me suis aperçu qu'il y avait une dette qui avait été, là aussi, créée de façon artificielle dans les pays du tiers-monde à partir des années 70, et que ces dettes avaient explosé lorsque les politiques néolibérales avaient été mises en place dans les années 80. Et donc il y a eu toute une crise de la dette des pays du tiers-monde qui ont abouti à exactement ce qu'on voit actuellement en Grèce, c'est-à-dire l'impossibilité pour les États de payer ces dettes et la mise en place soi-disant d'aide du FMI, avec comme conséquence, comme exigence, des politiques dits plans d'ajustement structurel, qui étaient des mesures d'austérité que devaient mettre en place ces États. Donc c'est comme ça que j'ai été sensibilisé à la question de la dette et à son importance. Je me suis aperçu en plus que les pays riches avaient joué un rôle important dans la création de la dette des pays du tiers-monde, puisque un certain nombre de prêts ont été faits par les pays eux-mêmes ou par les banques de ces pays. Voilà. Donc ça c'était comme ça a été au début comme ça. Et puis à partir des années 2005-2006, voire même un petit peu avant, on s'est aperçu que cette dette qui était très forte dans les pays du Sud avait tendance à se développer dans les pays du Nord, et comme ça, petit à petit, on a été aussi amené à s'intéresser à la dette des pays du Nord, dette de la France, dette des USA, parce qu'on parle toujours les USA, mais les USA ont une dette colossale. D'ailleurs, toute une partie de la planète paie la dette américaine à travers le dollar et à travers toute une série de politiques qui sont mises en place par les Américains pour payer leur dette. La dette américaine, je crois qu'elle doit tourner autour de 110% du produit intérieur brut. C'est une dette colossale, parce que... Officielle, ouais, officielle. 100% officielle. Ouais. Donc à partir des années 2000, on s'est intéressé aussi à la dette des pays du Nord, et puis avec la crise de 2007-2008, là ça a vraiment explosé, notamment en Europe,
Et avec la Grèce, on s'est aperçu que cette dette était vraiment un moyen de contraindre les gouvernements et les peuples à subir des politiques d'austérité. Et voilà, donc c'est ça, ça a été ça la démarche qu'on a suivie. D'accord. Et alors pour revenir au niveau national, aujourd'hui en France, donc les premières dépenses de l'État, c'est pour le rembourser. Alors c'est la première ou la deuxième suivant les années. Hein. Certaines années c'est les dépenses de l'éducation nationale qui sont le premier poste de l'État, et tout de suite après vient les intérêts de la dette. Et d'autres années, c'est l'inverse, ça dépend. Enfin, c'est le premier ou le deuxième poste de l'État, c'est les intérêts de la dette. Oui. Bien avant la santé, bien avant... Bien avant tout le reste, oui. Et puis il y a aussi la défense qui pèse beaucoup. Donc si on regarde, il y a beaucoup de dépenses de l'État qui sont des dépenses pas très utiles socialement, oui. Voilà, mais les dépenses de l'État français pour les intérêts de la dette, c'est autour de 50 milliards, 45 à 50 milliards chaque année d'euros. Hein. Le déficit public étant d'autour de 80 milliards. Voilà. Qui absorbe d'ailleurs la totalité des impôts sur le revenu. Voilà, les intérêts de la dette, c'est l'impôt sur le revenu à peu près, oui, c'est ça. Donc c'est une partie importante des recettes de l'État qui passe dans les intérêts de la dette. Et puis l'État, évidemment, doit rembourser le capital de la dette aussi, qui n'est pas dans son budget annuel tel que je viens de le décrire, mais qui est sur un compte à part. Et en général, quand on rembourse le capital, tout de suite on réemprunte, on fait une nouvelle dette pour combler le trou qui est fait par le remboursement du capital. Donc c'est une mécanique qui actuellement peut être considérée comme sans fin, tant qu'on aura cette politique qui consiste à avoir des dépenses, des recettes insuffisantes par rapport aux dépenses, et être en permanence sous la dépendance des marchés financiers pour réamorcer cette mécanique. Et nous, ce qu'on dit, à travers le collectif, ce qu'on dit, c'est qu'une partie importante de la dette publique française est une dette illégitime et ne devrait même pas être remboursée, devrait être annulée. Donc, parmi les éléments d'illégitimité, il y a ce que je disais tout à l'heure, la fraude fiscale, une partie des niches fiscales, c'est-à-dire des cadeaux fiscaux, les taux très bas de fiscalité des grandes multinationales qui paient pratiquement pas d'impôts, Total n'a pratiquement pas payé d'impôts parce qu'ils jouent sur toute une série de territoires dans lesquels il est implanté pour faire disparaître, là, en tous les cas en France, pour faire disparaître ses bénéfices. Donc il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de fiscalité. Donc c'est tous ces mécanismes-là que nous, on considère comme des éléments qui suggèrent qu'une partie importante de la dette publique française est illégitime, et le CAC national a fait un calcul, on pourra vous remettre le document, qui estime que 59% de la dette publique française peut être considérée comme illégitime. Donc c'est une part, plus de la moitié, on va dire, plus de la moitié peut être considérée comme illégitime. Et sur les 2000 milliards, ça fait quand même une sacrée... Sur les 2000 milliards, ça fait à peu près, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait plus de 1000, je sais plus combien, 1200 milliards, enfin j'ai pas fait le calcul, mais voilà. D'accord. Oui, c'est ça, 1200 milliards. Sans compter le fait que comme il est désormais interdit à l'État d'emprunter auprès de sa propre banque nationale, ouais. Ça veut dire qu'il y a une partie du taux d'intérêt qui est illégitime. Il faudrait qu'ils expliquent la raison pour laquelle, objectivement, techniquement, le pays est obligé de se refinancer auprès des marchés privés. Mais c'est des choix qui ont été faits par, on peut dire dans le cadre des politiques néolibérales, dans le cadre des contrats,
des négociations au niveau de l'Europe. Voilà, donc des traités, voilà, j'arrive pas à trouver le mot, le traité de Maastricht dit très clairement, le traité repris par le traité de Lisbonne, que la BCE n'a pas le droit de prêter aux États. Et donc les États, pour emprunter, doivent se retourner vers les marchés financiers. C'est des politiques qui ont été choisies. Ils auraient pu dire exactement le contraire. Ils auraient pu dire, ce qui aurait été plus logique, que les banques n'ont pas le droit à prêter aux États au-delà de, mettons, 3%, et que les banques centrales ont tout à fait vocation à aider les États à des taux très bas de 0 ou 1%. C'est plutôt ça qui aurait dû être la logique, mais ils ont pas du tout dit ça, ils ont dit l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les marchés financiers finalement qui choisissent les conditions des prêts aux États. Donc les conditions des prêts aux États sont aussi caractérisées par les agences de notation, puisque les agences de notation, au vu d'études assez fumeuses, finalement souvent pas très justes, considèrent que tel État est solvable ou pas, et est suffisamment sérieux ou pas dans ses politiques. Et donc en fonction de la notation que les agences vont faire sur les États, eh bien, les marchés financiers vont prêter à des taux plus ou moins avantageux à ces mêmes États. Voilà, donc c'est une mécanique qui est une mécanique purement libérale et dont on voit tout à fait les inconvénients à travers l'exemple de la Grèce, par exemple. Exactement. Et à titre, alors là je vais être un peu chauvin, aujourd'hui on voit qu'en Grèce, il y a quand même les citoyens se sentent concernés par tout ce qui se passe, et nous en France, bon, on a du mal encore à faire entendre justement que cette dette est légitime, une grosse partie de la dette est légitime. Comment vous le voyez vous en France pour que ce soit qu'on puisse réellement mettre en place cet audit par exemple? Mais là vous voulez dire par rapport à la Grèce ou par rapport les Grecs, par rapport à ce qui se passe, ils se sentent concernés, mais nous en France, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse réellement mettre l'audit sur la table et qu'on puisse il faudrait déjà qu'il y ait certainement un rapport de force qui permette d'imposer qu'il y ait un audit citoyen très transparent qui soit fait sur la dette. Bon, je rappelais tout à l'heure, là, lorsqu'on discutait avant l'interview, que en fait, on ne peut pas connaître, c'est un secret, on ne peut pas connaître qui prête à la France. C'est-à-dire l'État français s'est engagé à ne pas divulguer le nom des banques, oui, des banques essentiellement, qui prêtent à la France. Donc déjà, pour avoir une connaissance de ce qui se passe, c'est assez difficile puisqu'on ne peut même pas connaître qui sont les prêteurs. Donc il serait bien que ces questions de la dette soient mises de façon transparente sur la table. En fait, quand on regarde bien, qu'est-ce que c'est que la dette publique? La dette publique, c'est un mécanisme de transfert de richesse des plus pauvres qui paient à travers l'impôt, parce que les couches moyennes, alors les couches très très pauvres paient la TVA, etc., mais les couches moyennes paient l'impôt sur le revenu à plein pot, paient la TVA, paient toute une série de taxes. Donc ces ressources-là, à travers les intérêts de la dette, sont transférées vers les ménages les plus aisés, ceux qui peuvent mettre de l'argent de côté et qui peuvent, à travers des banques, faire acheter des bons du trésor. Voilà. Donc c'est un mécanisme qui fait que de l'argent public récolté essentiellement sur des couches à faible ou moyen revenu est transféré sur des couches à revenus supérieurs. Chaque année, 50 milliards d'intérêts, comme je le disais, sont payés de fait, passent du service public, enfin de ce qui devrait être le service public, vers de l'intérêt privé. Donc c'est ça qu'il s'agit de dénoncer et c'est ça qu'il s'agit d'enrayer. Et si ces intérêts n'arrivent plus pour les plus riches, je ne pense pas que ça serait une catastrophe, parce que je pense que ces populations ont largement les moyens d'absorber
la perte de ces 50 milliards d'intérêts privés qu'ils touchent chaque année. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis que les politiques libérales ont été mises en place, néolibérales ont été mises en place dans les années 80-90, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de s'accroître et que les plus riches deviennent de plus en plus riches. Donc si pendant quelques années, pour récupérer de l'argent public qui a été détourné à travers les mécanismes des intérêts de la dette, on les privait de ces intérêts, ben, ça serait un retour normal des choses et c'est tout à fait jouable. Certains préconisent par exemple de faire une taxe sur le patrimoine, que mettons on taxe le patrimoine à 5% pendant quelques années de façon à tout simplement payer les dettes qui ont été accumulées et dont les gros bénéficiaires du patrimoine, enfin dont les gros possesseurs du patrimoine ont certainement été les bénéficiaires. Donc il pourrait y avoir tout à fait une taxe exceptionnelle sur les gros patrimoines. Il faudrait dire ce que c'est qu'un gros patrimoine. Mettons au-dessus de 2 millions d'euros, on peut considérer que c'est un gros patrimoine. Donc tous les patrimoines au-dessus de 2 millions d'euros, par exemple, seraient taxés pendant 3 ou 4 ans ou 5 ans à 5%, ce qui ferait des recettes fiscales exceptionnelles, ce qui permettrait de rembourser l'excès de dette et ce qui permettrait de remettre les finances publiques dans une situation normale. Donc ce sont des mesures tout à fait possibles et tout à fait, on dirait, justifiées par rapport à l'illégitimité d'une partie de cette dette. Alors, en dehors du combat en termes général, est-ce que localement vous avez des avancées par rapport aux produits toxiques, à la dette toxique, et est-ce que vous avez aussi des avancées du point de vue national sur la dette du pays? Alors au plan local, en fait, depuis que notre collectif existe, c'est-à-dire en 2012, on a commencé à s'intéresser à ces questions en 2012, on a mis à peu près une année pour comprendre parce qu'on n'était pas des financiers, hein, on était des citoyens comme tout le monde, donc on ne connaissait pas ces questions. Pendant une année, on s'est posé des questions, on a à peu près compris et puis on a découvert surtout, parce que moi et puis les autres, on ignorait complètement qu'il existait des prêts toxiques, on ignorait complètement qui pouvait en avoir, on ne savait même pas s'il y en avait dans le département, et on a découvert qu'effectivement il y en avait dans le département et notamment au niveau du Conseil général du Rhône. Donc à partir du moment où on a découvert ces choses, on les a comprises, on les a mises sur la table. Et ça a obligé les élus et notamment les décideurs qui avaient fait le choix de faire ces emprunts toxiques de s'expliquer. Ça n'a pas remis en cause leur politique, d'ailleurs les prêts étaient déjà souscrits, donc voilà, mais ça les a obligés à s'expliquer alors qu'au début ils niaient le problème. Maintenant, non seulement ils ne peuvent plus le nier, mais ils sont obligés d'expliquer comment ils vont faire pour s'en sortir parce qu'effectivement la situation n'est pas normale. Donc on voit bien que ça les a un peu déstabilisés. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter. Il faut que le Conseil général du Rhône et maintenant la métropole, puisque la métropole qui a hérité d'une partie du Conseil général a hérité aussi d'une partie des prêts toxiques, il faut que ces collectivités arrêtent de payer les prêts, les intérêts de ces prêts. Les intérêts usuraires, qu'à la limite ils paient un intérêt normal, c'est peut-être, ça peut se discuter, mais les intérêts usuraires, il faut qu'ils arrêtent. Et donc on dit la solution, c'est d'arrêter de payer et d'aller devant les tribunaux pour contester ces prêts. Et on sait qu'un certain nombre de collectivités l'ont fait, on a des exemples, par exemple le Conseil général de la Seine-Saint-Denis qui avait des prêts toxiques l'a fait, et contre peut-être l'idée qu'on pouvait se faire, on pouvait avoir des craintes sur les jugements, mais les jugements ont été jusqu'à présent très favorables aux collectivités locales. Et c'est comme ça que des prêts qui étaient à 15 ou 16% du Conseil général de la Seine-Saint-Denis se sont retrouvés à 1% suite à des décisions du tribunal de Nanterre. Ça n'a plus rien à voir, ça change la vie, quoi. Et donc si le Conseil général du Rhône et si la métropole faisait pareil,
ça permettrait de se sortir au moins provisoirement de cette situation. Donc ça, c'est notre combat d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait signer une pétition pour demander à ce que cette situation cesse et que ces collectivités engagent des actions devant les tribunaux pour contester ces prêts qui sont effectivement une arnaque, on peut appeler ça une arnaque, que les banques ont faite dans les années 2000 auprès des collectivités locales. Alors, on n'a pas gagné, mais on peut dire qu'on a gagné en notoriété et on a surtout gagné à faire connaître le problème parce qu'aujourd'hui, maintenant sur Lyon, alors qu'il y a 3 ans, personne ne parlait de ces questions, aujourd'hui, beaucoup de gens sont au courant de l'existence de ces prêts toxiques. Au plan national, c'est plus compliqué et là, on ne peut pas dire qu'il y a un rapport de force très concret. La situation peut bouger peut-être à travers la question de la Grèce, parce que la Grèce, à travers la politique proposée par Syriza, remet sur la table la question de la dette publique. Et là, il peut y avoir des débats et des avancées éventuelles je dis, sur toutes les dettes illégitimes qui ont été passées dans les pays comme la France ou autre. A fortiori, si la Grèce finit par sortir de la zone euro. Alors, c'est une des options, c'est pas l'option souhaitée par Syriza pour le moment, hein, mais bon, il y a cette question qui est posée, oui. Non, bah, merci. Voilà, Merci, c'est moi qui vous remercie.